Les mauvaises intentions des puissances impérialistes jalouses du potentiel énergétique africain ont été révélées contre notre grande patrie africaine du Niger à travers un article que j'ai trouvé. Un article dans lequel toutes les mauvaises intentions des impérialistes et des néocolonialistes occidentaux et moyen-orientaux contre l'Afrique sont affichées, sous couvert de recherche scientifique. Cet article s'intitule de la manière suivante. Je l'ai publié, j'en ai mis le lien sur ma page Facebook Franklin Nyamsi. Cet article-là est un gisement. C'est un gisement d'informations sur les mauvaises intentions envers l'autonomie énergétique africaine. Je l'ai publié, je le retrouve et ensemble nous allons donc entrer dans le cerveau des méchants. Le cerveau des cupides impérialistes, néocolonialistes occidentaux et moyen-orientaux qui voient d'un mauvais œil l'indépendance énergétique, la souveraineté énergétique africaine. Vous savez, le moteur de l'économie, le moteur de toute économie, c'est l'énergie, qui est d'ailleurs le moteur de l'univers, incarné par le principe de la lumière solaire. Vous savez que si le soleil venait à disparaître, tout le système solaire disparaîtrait. Si les sources originelles de l'énergie divine, qui sont logées dans les grandes galaxies, dans les grandes étoiles, si ces sources-là s'éteignent, la vie disparaît. La vie, elle est énergie. La vie est énergie. Vous savez, mon corps que vous voyez là en image, votre corps, notre corps, c'est un paquet d'énergie. Ce sont des paquets d'ondes énergétiques. Parce que notre corps est fait d'atomes. Les atomes sont faits d'électrons et de noyaux. Et ces électrons et ces noyaux sont faits, selon certains, de corpuscules, d'autres disent d'ondes. On parle de la théorie corpusculaire et de la théorie ondulatoire. Au final, la matière est énergie. C'est ce qu'a enseigné notamment la grande théorie einsteinienne de la relativité. Donc, celui qui contrôle l'énergie, mais il contrôle la vie sur la Terre. Donc, à partir du moment où vous avez de l'eau potable, vous avez de l'électricité moins chère, à partir du moment où vous avez la faculté de faire bouger les machines, de la petite et moyenne industrie à la grande et lourde industrie, vous possédez la puissance économique. L'énergie et le coût de l'énergie déterminent et impactent directement tous les autres aspects de l'économie. Voilà pourquoi vous savez très bien que la plupart des grandes crises économiques qu'il y a eu dans le monde commencent toujours par être des crises du prix de l'énergie. Prenez dans les années 70, ou même tout récemment, avec l'éclatement de la guerre russo-ukrainienne, prenez la crise, les crises pétrolières, le lien entre le pétrole et l'économie. Qu'est-ce qui fait fluctuer violemment les prix sur les marchés? Mais c'est la variation du coût de l'énergie. À partir du moment où je dois payer le carburant plus cher que d'habitude pour aller acheter des ignames en brousse et venir les vendre au marché, le coût du carburant va impacter le prix de l'igname. Et dès lors que le coût du carburant impacte le prix de l'igname, toute la filière qui est impliquée, entre le champ où je m'en vais chercher l'igname et le marché où je m'en vais la vendre ou la céder à un revendeur, toute la filière est contaminée par l'inflation, la hausse des prix. C'est aussi simple que ça. Faites baisser le coût de l'énergie, les coûts de l'énergie, et vous faites baisser tous les coûts. Les coûts baissent en chaîne avec la baisse des coûts de l'énergie. Vous comprenez donc pourquoi les ennemis de l'Afrique ont toujours veillé à ce que l'Afrique ne soit pas autosuffisante en termes d'énergie. Rendez-vous compte, la plupart des pays d'Afrique dite francophone, plus de 65 ans après leur indépendance, ne sont pas totalement électrifiés. Pourtant, ces pays possèdent toutes les sources d'énergie naturelle, transformables en énergie sociale, en énergie commerciale, en énergie industrielle, en énergie de pointe, en énergie lourde. L'Afrique possède toutes les sources d'énergie brute. Mais l'Afrique est le continent le moins alimenté en énergie disponible pour l'économie.
Vous pensez que cela viendrait d'un déficit intellectuel des Africains? Vous pensez que c'est parce que les Africains ne seraient pas capables de savoir comment on transforme l'eau en courant? Comment on transforme le soleil en courant? Vous pensez que c'est parce que les Africains ne savent pas comment extraire le pétrole brut et le raffiner pour en faire du gazole, pour en faire de l'essence? Vous pensez que c'est pour ça? Ou pour en faire du gaz? Vous pensez que c'est parce que les Africains ne connaissent pas les... Ce n'est pas vrai. Le handicap africain n'est pas intellectuel. S'il y a handicap, il a lieu sur le plan moral, c'est-à-dire les mauvaises intentions des dirigeants corrompus qui gouvernent plusieurs pays africains et qui ont diffusé dans la société un fatalisme, un abandon de soi, un mépris de soi absolument tellurique. Et n'oubliez pas, l'Occident et le Moyen-Orient ont constamment travaillé pour empêcher que l'Afrique transforme ses énergies brutes naturelles sur place. Parce que ceux qui ont perpétré la traite négrière, ceux qui ont perpétré les colonisations arabes et occidentales contre les Africains, ont compris très tôt que si l'Afrique devenait autosuffisante sur le plan énergétique, l'Afrique s'arracherait à leur domination. Il faut que vous vous rendiez compte que, en plus du déficit moral, du déficit idéologique de plusieurs dirigeants africains à travers l'histoire, les puissances de l'Occident et du Moyen-Orient en particulier ont veillé à ce que les Africains n'aient pas d'eau potable, que les Africains n'aient pas de courant dans toutes leurs villes, dans tous leurs villages. Ça a été pensé par les colons britanniques, français, portugais, espagnols, italiens, allemands. La preuve, c'est que si vous regardez le développement tel qu'il s'est produit sous la colonisation, vous vous rendrez compte que seuls ont été développées les voies qui permettaient aux puissances coloniales d'extraire les richesses de l'Afrique pour les amener dans les ports, les charger dans les bateaux et les ramener dans les industries du Nord. On a souvent dit que la route suivait le développement. Cette phrase naïve qui se prononce facilement en Afrique ignore que la plupart des routes que les puissances coloniales britanniques, françaises, anglaises, allemandes, italiennes, portugaises ont développées en Afrique, c'était des routes pour piller l'Afrique. Ils n'ont fait des routes que pour pouvoir faire sortir les richesses de l'Afrique. Ils n'ont pas fait des routes pour que les Africains circulent librement. Ils n'ont pas fait des routes pour que les Africains s'épanouissent. Ils ne sont pas venus là par amour pour l'Afrique. Ils sont venus prendre le café, le cacao. Ils sont venus prendre le coton. Ils sont venus prendre l'or, le diamant, le manganèse, le coltan. Même quand ils ont fait le moindre petit aéroport quelque part, le moindre aérodrome, il y a toujours quelque chose qu'ils viennent prendre pour charger dans les avions et partir. Regardez la carte des ports, des aéroports. Regardez la carte des aérodromes. Regardez la carte des routes africaines. C'est une carte des pistes d'extraction des richesses africaines. Donc, ils ont tout fait pour qu'en 2025, les Africains dorment encore à plus de 70% dans plusieurs pays sans électricité. Qu'ils utilisent encore les artefacts de la lumière naturelle. La lumière au bois, la lumière à la bougie, la lumière à la lampe. Cela a été pensé. Cela a été pensé, théorisé. Cela a été mis en œuvre de manière méthodique. Les ajustements du FMI et de la Banque mondiale dans les années 90 ont interdit aux États africains de privilégier le développement social et économique collectif. Et ont demandé aux États africains de privatiser des pans entiers, le domaine de l'électricité, le domaine de l'eau, le domaine des télécommunications. Tout a été privatisé pour empêcher précisément les États de faire accéder la plupart des citoyens à une condition de vie telle que le pays ne pouvait qu'être souverain. Il faut que vous sachiez que les plans du FMI, de la Banque mondiale, sont la continuation du programme néocolonial, du programme colonial. La dette est un instrument de maintien dans la dépendance.
On a créé artificiellement la dette africaine pour que les Africains n'aient pas la lumière, que les Africains n'aient pas de l'eau potable. On a créé artificiellement la dette africaine pour que les Africains ne développent pas l'énergie nucléaire, civile ou militaire. On a développé artificiellement la dette africaine pour que les Africains ne développent pas des armées capables de contraindre les puissances françaises, portugaises, espagnoles, allemandes, italiennes à la respectabilité américaine. L'objectif a été d'empêcher l'Afrique de constituer des puissances. Je rappelle que le concept de puissance est un concept énergétique. Ceux d'entre vous qui avaient quelques notions de physique-chimie, vous savez que la puissance est une notion de physique-chimie, n'est-ce pas? On parle souvent de puissance, on parle souvent d'intensité, n'est-ce pas? Or, cette notion de puissance-là, elle est liée à la maîtrise de l'énergie. Si tu es puissant, si tu n'es puissant que si tu maîtrises l'énergie. Si tu ne maîtrises pas l'énergie, tu n'es pas puissant. Si tu n'as pas la capacité de produire ton énergie propre, tu n'es pas puissant. Donc, je voulais vraiment commencer par ce premier point avant qu'on regarde l'article. L'article, en réalité, l'article s'attaque violemment au Niger. Au motif que le Niger serait en train de transférer les contrats d'exploitation de son uranium de la France vers la Fédération de Russie. Mais vous allez entendre les arguments qui sont avancés pour dire que ce projet-là est voué à l'échec. Ce sont ces arguments qui m'ont intéressé. Pourquoi? Qu'est-ce qui les intéresse à ce point-là? Pourquoi est-ce qu'ils sont intéressés à démontrer que le Niger ne peut pas devenir énergétiquement autonome? Et que la coopération nigéro-russe, qui est envisagée en remplacement sur ce terrain, de la coopération nigéro-française, pourquoi ils sont convaincus que ça va échouer? Ils ont produit un seul argument pour lequel ils disent que ça va échouer. Et vous serez ahuris et choqués de savoir pourquoi ils disent que ça va échouer. Pourquoi est-ce qu'ils disent que ça va échouer? Je remonte pour retrouver l'article, je l'ai publié. Voilà, c'est un article qui est publié sur le site de la BBC. Voilà, BBC News Afrique. Il est écrit par Paul Mely, M-E-2-L-Y, soi-disant donc analyste spécialiste de l'Afrique de l'Ouest. Son article a été publié dans la revue. Il a été publié. Paul Mely est consultant au sein du programme Afrique à Chatham House, à Londres. Mely, M-E-2-L-Y, Paul Mely. Alors, c'est Chatham House, programme Afrique de Chatham House. Regardez l'analyse de Paul Mely. Je vais lire l'article et m'arrêter à chaque fois pour souligner les incongruités. Alors, voici ce qui est dit. La Russie, alors, construction d'une centrale nucléaire au Niger. La Russie dame le pion à la France. La Russie a envisagé la possibilité de construire une centrale nucléaire au Niger, un pays riche en uranium, un vaste état aride au bord du désert du Sahara, qui importe la plupart de son électricité. Cela peut être considéré comme un peu pratique et pourrait ne jamais se produire. Non, cela peut être considéré comme peu pratique et pourrait ne jamais se produire. Mais ce concept est une nouvelle tentative de Moscou pour obtenir un avantage géopolitique sur les nations occidentales au Niger. Vous comprenez? La thèse de M. Mely est très claire. C'est peu pratique pour le Niger. C'est peu pratique pour le Niger de chercher à maîtriser l'énergie nucléaire. Le Niger est en train d'aller vers un projet qui est peu pratique. Vous comprenez? Et le seul but dans lequel ce projet est en train d'être fait, c'est de damer le pion aux nations occidentales au Niger. C'est-à-dire que si le Niger envisage la construction d'une centrale nucléaire ou de plusieurs centrales nucléaires sur son territoire, ce n'est que pour nuire à l'Occident. Parce que l'Occident, lui, ne voulait pas de ça. La France a ses centrales nucléaires, les États-Unis ont leurs centrales nucléaires, les pays occidentaux ont leurs centrales nucléaires qui leur font de l'électricité. Il ne faut pas que le Niger en ait. La seule raison pour laquelle le Niger et la Russie sont en train de travailler à l'idée de faire une centrale nucléaire, c'est pour obtenir un avantage géopolitique sur les nations occidentales. C'est-à-dire que pour Paul Mely, soi-disant spécialiste de l'Afrique de l'Ouest, les populations ouest-africaines, les populations africaines n'ont pas le droit de bénéficier des avantages de l'énergie nucléaire. Il n'est même pas question de parler de ça. Ces populations, elles ne sont pas faites pour ça. Si le Niger s'intéresse à l'énergie nucléaire, c'est uniquement pour nuire à l'Occident. Ça, c'est la thèse de l'article. Et maintenant, vous allez voir
les arguments qui sont avancés par Paul Mély pour dire que ça va échouer. C'est là que vous allez vous rendre compte du degré de méchanceté qui anime les milieux néocolonialistes et impérialistes occidentaux, y compris les milieux scientifiques. Parce que la science n'est pas neutre. La science est toujours idéologiquement orientée, qu'elle le veuille ou non. Y compris les milieux scientifiques. Vous allez voir le degré de cynisme et de sadisme envers l'Afrique qui prospère dans les milieux scientifiques, néocolonialistes et impérialistes occidentaux. Là où vous voyez comment il y a une alliance criminelle entre un certain nombre de chercheurs scientifiques et un certain nombre de politiques néocolonialistes et impérialistes contre l'Afrique. C'est là que vous allez voir. Continuons la lecture. Le Niger a historiquement exporté son uranium pour le raffiner en France. Mais cela est en train de changer à mesure que le pays dirigé par l'armée coupe les liens avec l'ancienne puissance coloniale. Cette phrase-là de Paul Mély est fausse. Paul Mély est un menteur. Ce n'est pas le Niger qui exportait son uranium. Pendant plus de 60 ans, c'est la France qui exportait l'uranium du Niger. Je vous demande d'écrire. Et vous allez vérifier ce que je vous dis. Je maîtrise le dossier. Hein. Je maîtrise le dossier. Ce n'est pas le Niger qui exportait son uranium. C'est la France qui exportait l'uranium du Niger. Je vous rappelle que pendant plus de 60 ans, la France était considérée comme pays exportateur de l'uranium. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'uranium dans le sous-sol français. Mais l'uranium nigérien était une propriété de l'État français. Et c'est l'État français qui commercialisait l'uranium nigérien. Ce soi-disant spécialiste Paul Mély est un menteur. C'est un misérable menteur. C'est une vraie honte qu'un type comme ça travaille à Chatham House. Il faut le virer. Vous comprenez? Et nous sommes là pour eux. Nous avons créé l'Institut de l'Afrique des libertés pour répondre à ce genre de machin. C'est sur BBC, ça paraît être un article extraordinaire. Monsieur Paul Mély, analyste spécialiste de l'Afrique de l'Ouest. Paul Mély, qui a exporté l'uranium du Niger? Est-ce qu'une société d'État nigérienne s'est retrouvée sur le marché international pendant ces 70 dernières années pour vendre l'uranium nigérien? Non. Ce sont les sociétés d'État françaises qui allaient avec l'uranium nigérien sur le marché international. Et elles en faisaient ce qu'elles voulaient. Dans le cadre d'accords coloniaux et néocoloniaux que le Niger vient seulement de dénoncer sous le président Abdourahmane Tchani. Écrivez ça. Tilana Yomi. Tilana. Aya Sebe. Écrivez. Écrivez. Vous avez compris? On continue à lire. On continue à lire le machin qui est présenté comme un article de chercheur. Paragraphe suivant. L'exploitation minière d'uranium du groupe nucléaire français Orano a été nationalisée en juin dernier, ce qui a ouvert la voie à la Russie pour se présenter comme un nouveau partenaire. Paragraphe faux. L'exploitation minière d'uranium a en effet été nationalisée en juin pour que le Niger lui-même vende son uranium. Est-ce que vous comprenez la subtilité qu'il y a là? Le président Abdourahmane Tchani et ses compagnons, vous savez ce qu'ils ont fait? Ce n'est plus un pays étranger qui va vendre l'uranium du Niger. C'est le Niger lui-même. Le Niger veut transformer son uranium sur place et lui-même le vendre sur le marché international. À qui veut? Et empocher le bénéfice. Parce qu'avant, c'est la France qui venait prendre l'uranium du Niger et qui allait le vendre sur le marché international, qui empochait le bénéfice en laissant des miettes. Des misérables miettes aux Nigériens, sans oublier la destruction écologique de la terre du Niger. Là, la nouvelle coopération qui est mise en place par le président Abdourahmane Tchani est très exigeante. La transformation avec les partenaires russes de l'uranium va se faire sur place. L'exportation se fait par le Niger. Le Niger va sur le marché international vendre son uranium. Écrivez ça. Parce que le Niger a compris ce que Léopold Bessiping a compris au Cameroun. Il ne faut pas ajouter l'argent sur l'argent. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes un pays producteur d'uranium alors que c'est un autre pays qui vient prendre votre uranium pour aller le vendre. Vous comprenez? Parce qu'avant, là, ce que la France faisait, c'est qu'elle ajoutait l'argent sur l'argent. Hein? Léo Bessiping vous a dit qu'on ne fait pas des choses comme ça. C'est du vol.
C'est du vol. Le vol a pris fin. La Russie ne va pas voler l'uranium nigérien. L'uranium nigérien était volé par les partenaires français. C'est un fait. Il n'y a pas de débat là-dessus. C'est un fait. Est-ce que vous comprenez? Je suis là pour vous aider à comprendre la différence. Parce que le problème, c'est qu'ils veulent semer le désordre dans la tête des gens. Présenter les Africains comme des gens qui passent d'un maître à un autre. Selon leur théorie, les Africains, excusez-moi, selon leur théorie, les Africains sont en train de passer d'un maître à un autre. On quitte le maître français pour aller chercher le maître russe. C'est faux. Les Africains sont en train de sortir de la vassalité vers l'autonomie. Écrivez ça. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas la Russie qui va commercialiser l'uranium du Niger. La Russie vient exploiter l'uranium du Niger avec les Nigériens. Aider les Nigériens à transformer le yellow cake, le gâteau jaune, sur place au Niger. Et les Nigériens vont vendre leur uranium à l'international à leur prix. C'est désormais le Niger qui va fixer le prix de son uranium. Ce n'est plus la France et ce n'est pas la Russie. Est-ce que c'est clair? Qu'on ne vous trompe pas. Le président Tiani travaille d'équerre. D'accord? On continue? C'est un article de BBC. Hein. Les gens peuvent lire ça. Ils peuvent même citer ça dans leur mémoire de master, hein, dans leur thèse de doctorat. Un article de RFI cité, rédigé par M. Paul Méli, analyste spécialiste de l'Afrique de l'Ouest. Ça fait pitié. Hein. Ça fait déjà 4 paragraphes faux. 4 mensonges pour commencer l'article. On continue. On parle de la production d'énergie et des applications médicales en mettant l'accent sur la formation de l'expertise locale dans le cadre d'un accord de coopération signé entre la société étatique russe Rosatom et les autorités nigériennes. Il y a un peu de vérité dans ce paragraphe et c'est ça qui devait dire dès le départ. Le Niger a décidé de transformer toutes ces matières premières dans toute la mesure du possible sur place afin de faire profiter de la plus-value, de la valeur ajoutée de ces matières premières au peuple nigérien. Rosatom et le Niger coopèrent pour que l'écrasante majorité des métiers liés aux matières premières nigériennes profitent d'abord au peuple nigérien. Écrivez ça. C'est ce que monsieur reconnaît dans une phrase contourloupée. Entourloupée. Qu'est-ce qu'il dit? On parle de la production d'énergie et des applications médicales en mettant l'accent sur la formation de l'expertise locale dans le cadre d'un accord de coopération signé entre la société étatique russe Rosatom et les autorités nigériennes. Pourquoi il fait une phrase compliquée comme ça? Parce qu'il ne veut pas reconnaître que le Niger a changé de stratégie de développement. Avant, les matières premières brutes sont extraites par le partenaire français et c'est le partenaire français qui s'en va les vendre sur le marché international. Il s'en va les vendre 20 fois, 30 fois, 10 fois, 15 fois, 40 fois, parfois 100 fois plus cher. La différence est dans sa poche. Là, c'est terminé. Le yellow cake est transformé. Le Niger choisit ses partenaires commerciaux internationaux. Il négocie le prix du yellow cake. Il dit, 1 tonne égale tant. On lui donne, il donne la tonne. Vous avez compris? Et tous les métiers qui permettent la transformation du yellow cake jusqu'à son usage industriel doivent être d'abord localisés au Niger. Et c'est ça le but de Rosatom. Rosatom est là pour le transfert de technologie. Rosatom est là pour aider les Nigériens à être les principaux acteurs de la filière énergétique nigérienne. C'est ça la logique du monde multipolaire. Paragraphe suivant. Si jamais l'accord est mené à bien, ce serait le premier projet nucléaire en Afrique de l'Ouest. Vous vous rendez compte? On est en 2025. La France, puissance coloniale de toute l'Afrique de l'Ouest, là, dite francophone, depuis plus de 200 ans, n'a pas implanté une seule centrale nucléaire dans toute l'Afrique de l'Ouest. Pourtant, elle a des centrales nucléaires qui fonctionnent grâce au combustible nucléaire prélevé en Afrique. Vous voyez le degré de cynisme et de sadisme des colons, des néocolons et de leurs héritiers? On est ensemble, mais nous veillons à ce que vous restez sous-développés. Nous vous maintenons dans le chaos pour pouvoir vous imposer notre ordre.
Monsieur reconnaît que ce serait donc le premier projet nucléaire en Afrique de l'Ouest. Vous ne voyez pas déjà là une différence entre la coopération franco-africaine et la coopération russo-africaine? Et si la coopération russo-africaine peut rendre possible un premier projet nucléaire en Afrique de l'Ouest, n'y a-t-il pas déjà là une différence d'échelle? Une différence qualitative, objectivement incontestable? Vous ne voyez pas la différence entre l'approche néocolonialiste, colonialiste, impérialiste française et l'approche multipolaire, anti-impérialiste, anticolonialiste? L'approche de la fraternité des peuples et du profit mutuel, l'approche réciprocitaire de la coopération russo-africaine? C'est pas évident là. Est-ce qu'il faut être un sorcier pour voir la différence entre quelqu'un qui vient prendre mes richesses pour aller les vendre et empocher le bénéfice, et quelqu'un qui vient m'aider à exploiter, à transformer mes richesses pour que nous partagions raisonnablement le bénéfice ensemble? Vous ne voyez pas la différence? La différence est évidente. Et il n'y a que le diable qui ne veut pas dire la vérité dans cette affaire. Il faut être du diable pour ne pas reconnaître que la formule de la coopération russo-nigérienne est meilleure dans le domaine nucléaire, dans le domaine énergétique en général, que les formules précédentes. On avance. Monsieur continue son travail. Au-delà des discussions initiales, il n'est pas clair jusqu'à quel point les choses progresseront sur cette voie. Alors, la vraie question, c'est pourquoi ce type-là doute du projet? Pourquoi pour lui, c'est pas clair? Il va nous dire. Mais déjà, avec ce premier geste, Moscou a montré qu'elle saisissait la profondeur des frustrations locales. Ah, quand même, Paul Mély reconnaît que les Nigériens ont été frustrés. Mais frustrés par qui? Paul Mély n'est pas capable de dire frustré par le colonialisme et le néocolonialisme français. Ça, c'est pas un scientifique courageux. Pour faire de la science, il faut avoir le courage de la vérité, que les Grecs appellent la parrhésia, et les Bassa, Gwehambale. Il faut aimer la vérité pour faire de la science. On ne peut pas être scientifique si on n'a pas une passion pour le vrai. Quand c'est vrai, c'est vrai. Spinoza le disait avec raison, veritas, veritas, verum, index sui. La vérité est elle-même son propre signe. Quand quelque chose est vrai, là, fais juste l'effort de reconnaître. Donc, il parle de frustration locale. Mais qui a frustré les Nigériens? Paul Mély se tait. Quelle honte. Paragraphe suivant. Pendant plus de 5 décennies, Orano, qui, jusqu'en 2018, était connu sous le nom d'Areva, a extrait l'uranium du Niger pour alimenter la filière nucléaire, qui est au cœur de la stratégie énergétique française. Au lieu de dire que c'est Orano qui a frustré les Nigériens, que c'est Areva qui a frustré les Nigériens, que c'est la France qui a frustré les Nigériens, monsieur fait un autre paragraphe à part. Si tu n'es pas attentif, tu ne te rends pas compte que voilà le coupable, qui est au paragraphe suivant. Paul Mély ne veut pas qu'on sache que, alors qu'il aurait dû coller ce paragraphe, le deuxième que je viens de lire là, avec le précédent, il les a séparés pour endormir le lecteur. Quand vous lisez, souvenez pour toujours de ce que vous avez lu avant, dans ce que vous lisez après. Car l'une de leurs stratégies, c'est de séparer des idées qui sont liées. Les séparer en apparence, alors qu'en réalité, elles sont liées. Il devait écrire normalement, Moscou a montré qu'elle saisissait la profondeur des frustrations locales générées par l'exploitation coloniale et néocolonialiste française des ressources énergétiques du Niger. Voilà, là c'est une phrase d'un scientifique qui a le courage de la vérité. Mais monsieur, il casse la phrase en deux. Il recommence une autre phrase dans laquelle il nous parle d'Orano, il nous parle d'Areva, et il nous dit, eux, ils travaillaient pour la filière nucléaire qui est au cœur de la stratégie énergétique française. Bon, au moins on peut retenir que Orano et Areva ne se sont jamais souciés de savoir si les Nigériens dormaient à la lampe tempête. Ce n'était pas leur problème. Leur problème, ce n'était pas de savoir si les Nigériens n'avaient pas d'électricité dans leurs dispensaires, dans leurs hôpitaux, dans leurs écoles, dans leurs collèges, dans leurs lycées, dans leurs universités. Ils s'en foutent complètement. Ils étaient là pour ramasser l'uranium, l'amener, faire fonctionner la filière française. Bon. Paragraphe suivant. L'entreprise publique française s'approvisionne désormais principalement au Canada et au Kazakhstan et a des projets en cours de développement en Mongolie et en Ouzbékistan. Vous voyez, là encore, on ne nous dit pas à quelles conditions. On ne nous dit pas si ça se passe là-bas comme ça se passait au Niger. Est-ce que vous trouvez que c'est un type sérieux? Ce qu'ils font actuellement avec le Canada, ce qu'ils font actuellement avec l'Ouzbékistan ou ce qu'ils font avec la Mongolie, est-ce que c'est ce qu'ils faisaient avec les Nigériens? Ce soi-disant spécialiste devrait nous dire si ça se passe mieux là-bas. Est-ce qu'il y a des scandales écologiques? Est-ce qu'il y a des pillages? Est-ce qu'il y a l'accaparement du Yellow Cake, du Canada, de l'Ouzbékistan et de la Mongolie par les multinationales françaises qui se font des bénéfices faramineux sur le dos des pays, des États? Est-ce que c'est le cas? Si M. Paul Mély était un vrai spécialiste, c'est-à-dire un scientifique qui travaille avec le courage de la vérité,
il nous le dirait. Mais monsieur ne nous le dit pas, il couvre le scandale. On continue. Mais la connexion nigérienne est restée significative et chargée d'un certain poids politique et peut-être même culturel. Que dit cette phrase-là? C'est que la puissance néocolonialiste française espère remettre la main sur l'uranium nigérien. C'est ce que la phrase veut dire. La connexion nigérienne est restée significative et chargée d'un certain poids politique et peut-être même culturel. C'est-à-dire que le néocolonialisme français n'a pas renoncé à remettre la main sur les ressources énergétiques du Niger. En raison du fait que le Niger est une ancienne colonie française et qu'au Niger, on parle encore français. Et qu'il y a une communauté culturelle et historique qui est née du fait colonial. C'est ce que la phrase dit. Vous voyez comment ils sont méchants? Ils écrivent des méchancetés de manière innocente. Apparemment innocente. Ils glissent une phrase comme ça. C'est-à-dire que les géostratèges français continuent à réfléchir à la meilleure façon de faire pour reconquérir le sous-sol nigérien. Vous avez noté? Et quelle est la meilleure façon qu'ils ont de faire? Depuis le départ de l'armée française du Niger, ce sont les tentatives de coup d'État, qui sont le moyen par lequel on espère rétablir un ordre politique au Niger permettant de continuer à le piller. Vous avez bien vu comment les néocolonialistes français ont soutenu les tentatives d'agression de la CEDEAO contre le Niger. Alassane Dramane Ouattara a annoncé qu'il mettait en place un commando de 1500 hommes pour attaquer le Niger et rétablir Bazoum qui permettrait aux néocolons français de continuer à piller l'uranium. Donc la méthode qu'ils ont retenue pour revenir au Niger, c'est la chute d'Abdourahmane Tiani et du CNSP. Écrivez ça. Si ce monsieur était sérieux, il devrait évoquer toutes les tentatives de coup d'État essuyées par l'actuel régime nigérien, derrière lesquelles il y a des néocolonialistes français en opération. Il devrait souligner les plaintes récurrentes de l'État nigérien, selon lesquelles les terroristes qui attaquent le Niger sont soutenus par, la France. Si ce monsieur était un vrai spécialiste, il aborderait ce problème là, à cet endroit-là, en disant l'une des accusations récurrentes de l'État nigérien actuel, du gouvernement nigérien actuel, envers le gouvernement français, est que celui-ci, ce dernier, tenterait de reprendre contrôle sur les ressources énergétiques du Niger à travers des coups d'État, des rébellions, des actions terroristes instrumentalisées et influencées, médiatisées. Voilà quelqu'un qui serait sérieux, un scientifique sérieux. C'est ça qu'il dirait. Mais là, on n'a pas affaire à un scientifique sérieux. On a affaire, en réalité, à un agent double. On continue? Pourtant, Paris n'a pas partagé son savoir-faire en matière d'énergie nucléaire avec son fidèle fournisseur africain. Le Niger, quant à lui, doit compter en grande partie sur la production d'électricité au charbon et les importations d'électricité du Nigeria voisin. Ça, ce sont des demi-vérités. Paris n'a pas partagé son savoir-faire en matière d'énergie nucléaire avec son fidèle fournisseur africain. C'est-à-dire que Paris a veillé à ce que le Niger soit toujours en retard sur le plan de l'énergie. Je vous ai dit ça. Paris n'a pas partagé son savoir-faire. Pourquoi les dirigeants français des gouvernements successifs, depuis 1960, n'ont pas voulu partager leur savoir-faire avec les Nigériens parce qu'il ne fallait pas que le Niger se développe. Si le Niger se développait, on ne pouvait pas continuer à voler l'uranium des Nigériens. C'est tout. Paul Mély n'est pas un scientifique courageux. Il ne peut pas dire les choses comme elles sont. Le refus du partage du savoir est lié à la volonté de continuer à piller. Si on vous empêche d'exploiter par vous-même, de transformer par vous-même vos matières premières, c'est parce que nous voulons nous assurer notre mainmise, notre priorité sur ces matières premières. Ceci explique cela. Si le Niger est resté dépendant de l'étranger, par exemple du Nigeria et du charbon, pour faire de l'électricité, cela a été voulu par les colons français, les néocolons français et les dirigeants corrompus qui se sont succédés pendant plusieurs années à la tête du Niger. Voilà la vérité. Paragraphe suivant. Mais maintenant, la rupture des relations entre la junte nigérienne et la France, vous voyez ce petit monsieur Paul Mély, il appelle le gouvernement panafricain révolutionnaire du Niger la junte nigérienne. Et il ne peut pas reconnaître que la 5e République française a été fondée par la junte de De Gaulle. Qu'est-ce qu'il nous apprend d'extraordinaire là? Qui a fondé la 5e République française? Une junte. De Gaulle a fait un coup d'État, une rébellion, avec une junte militaire, pour prendre le pouvoir en France. Il a renversé le régime de Pétain, le régime Vichy. Il a installé un régime par rébellion, qu'on a appelé par la suite la glorieuse résistance. C'est ça que De Gaulle a fait. Nous ne serions pas en 5e République en France sans la junte française de De Gaulle.
Donc, des gens comme, comment il s'appelle, Paul Mély, ils pensent que parce qu'ils parlent sur BBC, ils peuvent nous imposer un narratif méprisant envers les Africains. Alors que nous, on maîtrise les techniques narratives et même narratologiques plus qu'eux. Non, si vous-même, votre pays a été fondé par une junte, si vous êtes par exemple britannique, votre pays est dirigé par un roi qui n'est pas élu, vous n'avez rien à nous apprendre. En politique, vous n'avez rien à nous apprendre. Vous n'avez pas fini de démocratiser votre royaume. Déjà, votre roi n'est pas élu. Il a le pouvoir par la voie du sang. Et puis pour ceux qui, depuis la France, appellent les pays révolutionnaires panafricanistes, les juntes, qu'ils sachent que la 5e République est issue d'une junte. C'est une junte qui a fondé la 5e République. Qu'ils commencent par parler de leur propre junte. Qu'ils utilisent tous les mots infamants, qu'ils utilisent pour mépriser les Africains qui font l'histoire, qu'ils les utilisent d'abord pour eux-mêmes. Il est plus facile de voir, en effet, un grain de sable dans l'œil de ton prochain que de voir dans ton propre œil la grosse poutre qui le traverse. On continue? Mais maintenant, la rupture des relations entre la junte nigérienne et la France a permis à Moscou d'offrir l'espoir, aussi lointain soit-il, d'un avenir nucléaire, ce qu'Areva Orano, pendant tant d'années d'opérations locales, n'avait pas réussi à faire. Donc, M. Paul Mély nous dit que les Russes sont en train de vendre seulement de l'espoir aux Nigériens. Et malheureusement, que les Français, eux, ils n'ont même pas vendu cet espoir aux Nigériens. Donc les Nigériens ont le choix entre les gens qui leur vendent l'espoir et les gens qui leur ont vendu le pillage, le vol, l'exploitation, la domination. Donc en fait, pour Paul Mély, les Nigériens et les Nigériennes sont des pauvres gens qui de toutes les façons sont vraiment mal barrés. Ils ne sont pas sortis de l'auberge. Avant, ils avaient affaire à la France qui se contentait de piller leur uranium et de leur mentir et de les corrompre. Maintenant, ils ont affaire à la Russie qui ne réalisera pas le progrès en matière de maîtrise d'énergie nucléaire qui a été annoncé. Est-ce que c'est vrai? Arrêtons-nous là pour examiner le sérieux de la coopération russe. Est-ce que la Russie a, oui ou non, aidé des pays africains à développer des hautes technologies, contrairement à la France? C'est la question qu'un chercheur sérieux doit se poser. Avant de taxer la coopération russe de coopération de mauvaise foi, il faut donner des exemples. Il faut donner des preuves. Mais c'est aujourd'hui grâce à la Russie que l'Angola possède des satellites en orbite. C'est l'Angola. L'Angola là, a eu ses satellites de télécommunications en orbite grâce à la Russie. Plusieurs pays africains, comme l'Égypte, comme le Soudan, les centrales nucléaires construites par la Russie sont en train d'être faites dans ces pays. Oui ou non? Est-ce que vous savez que le programme nucléaire de l'Iran n'aurait pas été possible sans la coopération des savants russes? La plupart des centrales nucléaires en construction actuellement en Iran le sont avec la coopération des chercheurs russes. L'Iran. Voilà des exemples. Quand il a fallu combattre le régime de l'apartheid en Afrique du Sud, qui menaçait d'envahir la Namibie et l'Angola pour imposer des valets de l'impérialisme occidental, la Russie a mis en place un pont aérien militaire en association avec Cuba pour aider le MPLA et gagner la bataille de Cuito-Cuanavale en 1988. La bataille qui était la guerre mondiale africaine et qui a fait tomber les soldats de l'UNITA, de Savimbi et leur patron de l'apartheid. Ce qui a permis la libération de Nelson Rolihlahla Mandela et l'accès de l'ANC en Afrique du Sud. La libération de toute la ligne de front et le parachèvement des indépendances de pays comme les pays portugais, les pays britanniques de la région ont parachevé leur indépendance. Après la défaite de l'armée sud-africaine, de ses alliés américains, français, anglais, à Cuito-Cuanavale, grâce au soutien russe. Les Africains ont des exemples, ils ont des cas concrets où la Russie agit concrètement. La Russie parle par les actes avec les Africains. Alors que les Occidentaux parlent en réalité par des coups durs, des coups tordus et des crimes envers les Africains. Voilà la vérité. Donc, M. Paul Mély essaye de mettre dos à dos le refus du transfert de technologie, qui est le cas de la France, avec les promesses de transfert de technologie de la Russie. Nous pensons, au contraire, que la Russie a transféré des technologies en Iran
L'Iran aujourd'hui est un pays nucléaire civil. Ça, on a vu. On voit la Russie en train de construire des centrales nucléaires en Égypte. C'est en Afrique. Hein. Au Soudan. C'est en Afrique. Hein. On a vu la Russie aider l'Angola à accéder à la possession de ses propres satellites en orbite, satellites de télécommunication. L'Angola a ses propres satellites grâce à la Russie. Ça, on a vu. Donc, nous avons de bonnes raisons de penser que nous pourrons voir les centrales nucléaires de l'Alliance des États du Sahel germer au Sahel. Parce que la Russie a déjà fait cela dans des pays comparables. Mais pas la France. On avance. Citation. Notre tâche n'est pas simplement de participer à l'exploitation minière de l'uranium. Nous devons créer tout un système pour le développement de l'énergie atomique pacifique au Niger, a déclaré le 28 juillet le ministre russe de l'énergie, Sergei Chivilev, lors d'une visite à Niamey. Il n'y a aucune raison de douter de cette déclaration du ministre russe. Parce que c'est ce qu'ils ont fait avec les Iraniens. C'est ce qu'ils font avec les Égyptiens. C'est ce qu'ils font avec les Soudanais. C'est ce qu'ils ont fait avec les Angolais. C'est ce qu'ils ont fait quand il fallait aider les mouvements indépendantistes, révolutionnaires, anticolonialistes et anti-impérialistes africains. Les Russes ont agi envers nous, Africains, par des actes. Leurs paroles ont été suivies d'actes, contrairement aux néocolonialistes français, aux impérialistes occidentaux et moyen-orientaux. Ça, ce sont des faits. Naturellement, ce n'est pas entièrement altruiste. Il y a des avantages économiques pour la Russie et cela fait partie d'une campagne plus large visant à déplacer l'influence occidentale de la région du Sahel. Ce paragraphe est stupide. Les Africains savent que la Russie a sa contrepartie dans la coopération avec eux. Les Africains n'ont aucun problème à payer leurs partenaires. Parce que l'Afrique est une civilisation de l'hospitalité et de la générosité. Nous, les Africains, nous sommes une civilisation hospitalière et généreuse. Un Africain, un initié africain de tradition est quelqu'un d'hospitalier et de généreux. Dans toute la mesure de notre capacité, nous sommes encore dans le monde. La seule civilisation où, là où la tradition est vivante, tu peux toquer à n'importe quelle porte pour obtenir de l'eau à boire. Nous, les Africains. L'Afrique demeure sur cette planète l'une des rares civilisations où tu peux frapper à la porte de n'importe quelle demeure pour demander à boire. La probabilité qu'on te donne à boire est presque proche de 100%. J'ai soif. Est-ce que je peux boire? Probabilité proche de 100%. Malgré l'impact violent et la dégradation des rapports humains dans les villes. Dans mon enfance africaine, j'ai vu s'arrêter à la porte de notre maison familiale de nombreux inconnus qui voulaient simplement boire de l'eau ou s'asseoir pour se reposer un peu avant de continuer leur chemin. La règle a toujours été de leur servir l'eau à boire, de leur donner une chaise pour s'asseoir, le temps de prendre des forces et de continuer leur chemin. Donc on ne viendra pas, intimider les Africains avec une calomnie du genre. Ben, les Russes, vous pensez qu'ils sont là pour votre belle gueule. Hein? Vous pensez que les Russes sont là simplement parce que vous avez de jolis minois. Hein? Ah ben, c'est pas pour la beauté de l'Afrique qu'ils sont là. Les Russes, ils sont là pour se faire de la thune. Excusez-moi, je suis en train de charger une machine. Vous pensez que les Russes sont là uniquement pour vous faire plaisir? Ah, mais vous vous foutez le doigt dans l'œil. Hein? Ils sont là pour leurs intérêts. Ne nous prenez pas pour des cons. Ne nous prenez pas pour des cons. Nous ne voulons pas d'une coopération gratuite avec la Russie. Les Africains n'ont jamais dit qu'ils voulaient que la Chine, la Russie et toutes les autres puissances du monde multipolaire coopèrent gratuitement avec eux. Nous ne croyons pas non plus en cette coopération gratuite. Nous croyons au donnant-donnant, mais nous savons, nous Africains, que nous sommes la civilisation la plus généreuse de la Terre. Au nom de Dieu. Et oui, donc à la base, nous, ça ne nous dérange pas d'être reconnaissants. Quelqu'un a dit que l'ingratitude était une maladie non transmissible à l'homme. Je pense qu'il ne parlait pas de nous, il parlait de lui-même. C'est lui qui souffre de cette maladie. Parce que quant à l'Afrique, tout le monde sait très bien que c'est grâce à elle que la plupart des puissances occidentales existent. C'est le sang des Africains qui a construit l'Amérique, qui a construit l'Europe. Et c'est avec l'argent de l'Afrique que la France est devenue une grande puissance. Comme vous aimez entendre souvent
eh bien, un habitué du sujet, on va lui donner la parole. On va lui donner la parole. C'est un habitué du sujet. Lui, il est clair là-dessus. Il a été 2 fois élu président de la République française. Donnons-lui la parole. Monsieur Chirac, venez ici rappeler, ça fait un moment que je ne vous ai pas convoqué. Sortez de votre tombe, exceptionnellement, et rappelez aux gens d'où vient l'argent que nous avons en France. Rappelez ça aux gens, parce que je crois qu'il faut rappeler souvent. Oui, l'argent vient d'où? On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Chirac. Bien que vous ayez vous-même participé au pillage de l'Afrique, vous avez au moins eu une honnêteté testamentaire de reconnaître de quoi vous viviez. Hein? Vous êtes célèbre, là. Le président Babou a témoigné de la manière dont vous lui avez demandé l'argent. Président Babou, qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur Chirac? Vous aussi, votre témoignage devient un classique. Président Babou, dites-nous ce qui vous a étonné, ce qui vous a stupéfait. Qu'est-ce qui vous a stupéfait avec ce monsieur Chirac qui vient de nous parler de l'argent de la France qui vient de l'Afrique? Président Babou, qu'est-ce qui vous a fait mal? Oui, allez-y. Mais c'est d'abord un étonnement. Oui. De voir le chef d'État français me demander l'argent. Astaghfirullah. Waouh. Hein? Mais après ça, ils vous ont fait ce qu'ils ont fait, monsieur le président. Vous ne leur avez jamais parlé? Non, mais... Et Chirac, au moment où il reçoit l'argent, qu'est-ce qu'il dit? Il m'appelle. Oui. Laurent, je ne suis pas un ingrat. Ah, voilà. Mais c'est d'abord un étonnement. Non. Après, il va l'attaquer militairement, il va détruire toute l'aviation. Il détruit toute l'aviation ivoirienne. Après avoir reçu l'argent de Babou. Et après, on nous dit que l'ingratitude est une maladie non transmissible à l'homme. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de la méchanceté de ce monde-là? Continuons. Retournons à l'article de M. Paul Mély. Paul Mély continue. Les Russes pourraient avoir la chance de développer la mine à Imouraren, l'un des plus grands gisements d'uranium au monde. Un plan français de développement du site a été initialement bloqué par la chute de la demande mondiale d'uranium après l'accident nucléaire de Fukushima en 2011. Il a été relancé à la mi-2023 avant que la junte militaire, qui s'est accaparée du pouvoir quelques semaines plus tard, annule ensuite les droits d'Orano sur le site d'Imouraren. Écoutez, si la révolution populaire progressiste nigérienne a mis fin au contrat d'exploitation de l'uranium du Niger par la France, parce que c'était des contrats coloniaux, néocoloniaux. C'était des contrats scandaleux, aberrants, injustes, honteux. Tous les Africains qui ont signé ces contrats devraient avoir honte dans cette vie-ci et dans celle d'après. Je crois que la honte les accompagnera jusqu'à leur disparition dans les trous noirs du cosmos. C'est exactement parce que c'était des accords coloniaux, néocoloniaux, gravement asymétriques, abominables, scandaleux. C'est pour ça que ça a été aboli. Et rien que pour cela, vous ne pouvez pas appeler le président du CNSP et ses compagnons juntes. Vous devez les appeler les révolutionnaires, les patriotes africains du Niger. C'est ce qu'ils sont. Paul Mély, apprenez à respecter les grands hommes de notre temps. Le général d'armée Abdourahmane Tiani et ses compagnons ne sont pas simplement une junte. Ils sont des révolutionnaires, patriotes et panafricanistes du Niger. C'est ce qu'ils sont. Voilà la description. Ils ont mis fin au scandale. Alors, prendre possession de cet atout clé consoliderait la position déjà importante de la Russie dans la production mondiale d'uranium, une matière première désormais si vitale pour les espoirs mondiaux que l'énergie nucléaire aidera à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Alors, tout le monde se rend compte qu'un certain usage du nucléaire peut permettre de beaucoup moins polluer. Ok.
Et il pourrait bien être en mesure d'acheter à un prix favorable tout ou partie des 1400 tonnes de concentré de Yellowtech semi-transformé qui attend l'exportation depuis la mine de Sobignac, exploitée par Orano à Arlit, qui a été saisie par l'État en juin. Donc, le Niger a une réserve d'environ 1400 tonnes d'uranium. Et voilà déjà que Paul Mély se met à se plaindre que les Russes pourraient acheter ça à un meilleur prix. Écoutez, moi je possède 1400 tonnes d'uranium chez moi, au Niger. Ton problème dedans c'est quoi? Je vends ça à qui je veux. Ton problème dedans c'est quoi? Dans tous les cas, puisque c'est moi le Niger qui vend ça, je gagnerais plus que quand c'était la France qui vendait. La France prenait et allait vendre et empochait le bénéfice et me demandait de sourire. C'est pour ça que Mohamed Bazoum, il était toujours souriant. Mais c'est un sourire bête. C'est un sourire imbécile. C'était un imbécile heureux, Bazoum. On vient prendre l'uranium de ton pays. On ne te demande même pas. On ne négocie rien avec toi. Tu ne connais même pas les quantités qu'on a prises. On s'en va le vendre, on empoche le bénéfice. Et on revient, on te jette des miettes pour acheter un paquet de cigarettes. Et puis tu souris. C'est ça, mes amis. Non, 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 nous avons confiance. Ce sont des relations extraordinaires. Vous savez, les gens disent des choses, mais ils ne comprennent rien. Vous vous souvenez du mépris de Bazoum. Son mépris envers les Nigériens et les Africains et son mépris envers les panafricanistes et les souverainistes n'avait d'égal que son incompétence dans la maîtrise même des problèmes essentiels de la souveraineté de son pays. C'est-à-dire que moins Bazoum décidait, plus il était vantard. Voilà. Et c'est ça, le tyran france-africain. Il ne maîtrise rien et c'est lui qui fait du bruit. Ouattara Draman. Moins il maîtrise, plus il est agité. Ouattara Draman. Bazoum Mohamed. Talon Patrice. Plus ils sont dépendants, plus ils sont agités. Mais agités en surface et en train d'affirmer des choses superficielles, nulles, qui ne correspondent pas à des actes. L'esbrouf en permanence, comme style d'État. Votre problème, c'est quoi? Ils sont en train de lorgner, ils salivent devant les 1400 tonnes de Yellow Cake qui sont. C'est-à-dire que si on pouvait, s'ils pouvaient faire un coup d'État à Tiani avant que Tiani vende ces 1400 tonnes là pour ramener l'argent au Niger. Souvenez-vous de la haine qui est montée contre le Niger. Quand le Niger a obtenu un chèque de près de 400 millions de dollars. Près de 500 millions de dollars pour son pétrole. Vous vous souvenez? On s'est mis à saboter le pipeline. Ils ont attaqué le pipeline du Niger. Ils ont mis des coups de hache dedans. Ils ont demandé à Talon de fermer le terminal de Semekodji. Ils ont créé des problèmes. Ils ont parachuté des groupes de terroristes à la frontière nigéro-béninoise. Comment le Niger peut gagner? Ils avaient mis dans leur tête que le Niger, ce serait un pays d'exportateurs de mendiants. Ah oui, ça, c'est les arrangeait de présenter un pays pauvre, perdu au cœur du Sahel. Il fallait voir comment tous les reportages sur le Niger commençaient, dans leur documentaire de merde. Le Niger, un pays aride, désertique, pauvre, où on tire le diable par la queue. Des pauvres populations vivant en deçà $1 par jour, des populations faméliques qui, de la lisière du Sahara aux portes du lac Tchad, eh bien, sont à la recherche de leur pitance. C'est dans ce pays qu'une délégation de Arte TV vous conduit aujourd'hui pour vous montrer comment l'homme, dans des conditions extrêmes, parvient à survivre. Ça, ils adorent des reportages comme ça sur l'Afrique. Mais quand l'Afrique, quand le Niger est assis sur ses 1400 tonnes de Yellow Cake, qui sont prêtes à être vendues à un très bon prix, au meilleur prix au franc, astafroullah, colère, crise cardiaque, cardiopathie, tachycardie, tremblement de main, AVC. Pourquoi? Paragraphe suivant. Les stocks se sont accumulés pour la première fois après que le bloc régional ouest africain, la CEDEAO, a imposé un blocus commercial au Niger suite au renversement de Mohamed Bazoum, le président civil du pays, en juillet 2023. Mais même après la levée des sanctions, le nouveau régime militaire a empêché Orano de reprendre les expéditions. Il n'a pas empêché Orano de reprendre les expéditions. Le nouveau régime a mis fin au pillage d'Orano. Ce n'est pas parce que vous maquillez certaines choses par des contrats de droit international qu'on ne doit pas les appeler par leur nom. L'exploitation de l'uranium du Niger, là, c'était du vol. Appelons les choses par leur nom, c'était du vol. Quelle que soit la manière dont ça a été rédigé juridiquement. Ça ressemble au pseudo-décolonisation des années 60, où on maintient
l'armée française sur votre sol. On maintient la monnaie de la Banque de France dans votre pays. On maintient des ministres désignés par Paris dans votre gouvernement, y compris le président lui-même. On maintient le contrôle de vos programmes scolaires par le ministère français de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Et on vous dit que vous êtes indépendant. Et on vous dit que vous êtes indépendant. Et on vous dit que vous êtes indépendant malgré... on vous dit que vous êtes indépendant malgré tous ces accords léonins qui vous sont imposés. Mes amis sur TikTok, écrivez Good Life. Écrivez Good Life. Apparemment, les vérités sont en train de faire souffrir la France-Afrique qui envoie des signalements. Écrivez Good Life. Écrivez Good Life et partagez le live. Côté TikTok. Sur Afrique des Libertés Talk. Partagez massivement le live. Donnez le live parce qu'apparemment, là, on atteint un niveau où la vérité est insupportable. Ils ont le macabo, ils ont les boules. Hein? Soyez vigilants hein, sur Facebook, YouTube. Continuez les partages. Mettez le maximum d'émoticônes pour montrer que vous êtes là. Parce qu'ils essayent d'attaquer maintenant le live sur TikTok. Hein? On m'a envoyé une notification de restriction du live. Restriction. Vous restreignez pourquoi? Je suis en train d'analyser l'article de M. Paul Méli qui est publié sur BBC. Lui, on ne l'a pas restreint. Il a dit tout ce qu'il voulait sur BBC. Moi, je suis sur ma page Afrique des Libertés Talk. Vous me dites que vous restreignez. Quel crime ai-je commis? J'analyse un texte. Je commente un texte. On continue. À un moment donné, la Chine a également montré de l'intérêt pour acheter une partie du concentré. Les Nigériens ont même exploré des contacts avec l'Iran jusqu'à ce que les États-Unis les dissuadent de poursuivre toute vente dans cette direction particulière. Vous voyez, ils sont là pour menacer les Africains. Les Africains n'ont pas le droit de commercer avec qui ils veulent. Les États-Unis peuvent commercer avec les Iraniens, mais pas le Niger, selon M. Paul Méli, qui ne se rend pas compte de l'incongruité de cette injonction. C'est d'ailleurs cela qui a précipité, 1, le départ des soldats américains du sol nigérien, et puis 2, le refroidissement des relations nigéro-américaines. Cette injonction. On a voulu présenter le Niger comme un État voyou qui faisait de la dissémination, de la prolifération nucléaire, afin de justifier une agression impérialiste contre lui, comme celle qui a été faite contre la Libye de Kadhafi. C'était ça la manœuvre. Et ils ont toujours ça en tête. Ah, le Niger veut vendre à l'Iran. Le Niger a le droit de vendre son combustible nucléaire à qui il veut. Comme les États-Unis vendent à qui ils veulent. Comme la France vend à qui elle veut. Nous n'accepterons aucun chantage. Le marché international est ouvert à tous les pays africains, comme il est ouvert à tous les pays européens, tous les pays américains, tous les pays asiatiques. Le marché est ouvert. Nous, Africains, nous vendrons nos produits à qui nous voulons. Nous n'accepterons aucune restriction. Nous vendons à qui nous voulons. Quand nous, les lions et lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun, seront au pouvoir au Cameroun, même s'il faut qu'on vende à la Corée du Nord, quand ça nous plaît, on lui vend. On ne vous demandera jamais la permission de vendre à qui nous voulons, quand nous serons au pouvoir. Jamais plus ça va arriver. On n'écoutera aucune injonction. Vous faites ce que vous voulez, l'Afrique aux Africains. Il y aura toujours des Africains pour se battre pour que l'Afrique soit africaine. Vous ne pourrez pas nous vaincre tous. Ce n'est pas possible. Donc ça, ce petit chantage-là, cette jalousie sur les matières premières africaines, cette volonté de préempter, de dicter les partenaires commerciaux à l'Afrique, nous devons récuser cela. Nous ne devons même pas accepter l'intimidation. Et en tentant d'intimider les autorités nigériennes, l'administration Biden a précipité les décisions souverainistes nigériennes envers la politique américaine. Ça a été une faute diplomatique fatale. Le président Abdourahmane Tiani, ses compagnons du CNSP, le premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen, ils se sont comportés en patriotes souverainistes panafricains fermes quand on a tenté de les faire chanter sur cet uranium. Et il faut les saluer pour cela. Je vous dis des choses que je connais. Ils les ont copieusement envoyés paître. Bien sûr, l'image d'une centrale nucléaire nigérienne que Chivilev a peinte soulève de grandes questions techniques, économiques et en matière de sécurité dans une région connue pour son militantisme islamiste. Je recommence. Bien sûr, l'image d'une centrale nucléaire nigérienne que Chivilev a peinte soulève de grandes questions techniques, économiques et en matière de sécurité dans une région connue pour son militantisme islamiste.
Je recommence une troisième fois. Ça, c'est le paragraphe central de cet article. L'image d'une centrale nucléaire nigérienne que Tivilev a peinte soulève de grandes questions techniques, économiques et en matière de sécurité dans une région pour son militantisme, connue pour son militantisme islamiste. Ce paragraphe veut dire quoi? Paul Meli informe les Nigériens et les Africains que partout où ils vont vouloir développer des centrales nucléaires, les puissances colonialistes, néocolonialistes et impérialistes occidentales vont envoyer des terroristes pour frapper ces centrales. On reconnaît la méthode de l'Ukraine contre la Russie. Frapper les centrales nucléaires pour déclencher des catastrophes nucléaires et tuer les populations. Ce qu'il dit là, Monsieur Meli, est une menace à peine voilée contre les pays sahéliens en voie d'acquisition du nucléaire civil. Il leur dit, nos terroristes au service des intérêts occidentaux frapperont vos centrales nucléaires et provoqueront des catastrophes nucléaires terribles pour vos populations. C'est ce qui est dit là. Bien sûr, l'image d'une centrale nucléaire nigérienne que Tivilev a peinte soulève de grandes questions techniques, économiques et en matière de sécurité dans une région connue pour son militantisme islamiste. On va vous envoyer des terroristes pour bombarder les centrales nucléaires et vous punir de vouloir devenir énergétiquement souverain. Voilà le message. Monsieur dit qu'il y a des obstacles techniques à une centrale nucléaire au Niger. Mais la température qu'il fait au Niger n'est pas différente de celle qu'il y a au Qatar, en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, en Égypte, des pays qui ont des centrales nucléaires. D'ailleurs, les pays du Moyen-Orient sont encore plus chauds que le Niger, en température. Mais ces pays ont des centrales nucléaires. Quelles conditions techniques ne seraient pas réunies au Niger? C'est un mensonge. L'argument des conditions techniques n'est pas une limite pour la construction des centrales nucléaires au Sahel. C'est faux. Deuxième argument, l'argument économique. Est-ce qu'on a demandé à M. Paul Meli d'aller prendre l'argent britannique, l'argent américain ou l'argent français pour financer la centrale? Est-ce qu'on lui a demandé? Quelqu'un l'a sonné. C'est son problème, c'est lui qui va payer l'argent là. Le Niger va financer sa centrale. Maintenant, il vient et il pose le problème sécuritaire. En fait, le problème sécuritaire, c'est une menace de l'impérialisme occidental et moyen-oriental contre l'Afrique. Si vous tentez de devenir autonome sur le plan énergétique, nous allons attaquer vos infrastructures énergétiques. Et nous allons utiliser pour cela les terreaux impérialistes. Vous connaissez mon maître ouvrage, l'impérial terrorisme, où j'ai démontré que ce n'est pas pour des raisons religieuses que l'Afrique a été attaquée par l'OTAN en Libye. Envahie au Sahel par les troupes néocolonialistes et impérialistes occidentales. Non, c'est pour contrôler les matières premières africaines. Al-Qaïda et l'État islamique sont des organisations terroristes qui ont été créées par des officines de renseignement occidentaux pour déstabiliser le Moyen-Orient et l'Afrique et permettre aux Occidentaux de piller allègrement ces régions. J'ai démontré cela scientifiquement. On peut l'enseigner de l'école maternelle à l'université, partout sur la Terre, sans le risque d'être contredit par qui que ce soit. Voilà le fond de l'affaire. Et oui, en effet, les Français ne semblent jamais avoir estimé que l'option valait la peine d'être sérieusement envisagée. Mais pourquoi la France n'a jamais envisagé d'aider les Africains de ces anciennes colonies, anciens territoires sous tutelle à développer l'énergie nucléaire, alors qu'elle l'a développée? C'est tout simplement pour pouvoir mieux les dominer. C'est pour mieux les dominer. Et l'argument sécuritaire qui est évoqué, c'est du chantage, c'est une menace. Si vous faites ça, alors on va vous envoyer les terreaux. Si vous faites ça, alors on vous envoie les terreaux. Et on continue. L'article est bientôt fini. Car, si le raffinage du minerai en yellow cake peut se faire au Niger, la conversion ultérieure, l'enrichissement et la transformation en combustible étaient effectués à l'étranger, notamment dans l'usine d'Orano à Cap de la Hague, en Normandie. C'est pas loin d'ici. De là, il a été livré aux centrales nucléaires françaises. La construction d'une centrale nucléaire peut prendre des années et de tels projets nécessitent un investissement en capital énorme. Une fois opérationnels, ils ont besoin d'une alimentation électrique importante et sécurisée. En quoi les Nigériens ne sont pas capables de faire ça? De plus, la viabilité dépend de la disponibilité des consommateurs industriels et domestiques qui peuvent se permettre le prix de l'énergie générée. En quoi ça vous concerne? C'est votre problème? On vous a invité dedans?
Il y a aussi des interrogations sur la question de savoir si une centrale nucléaire pourrait être construite et protégée en toute sécurité dans l'actuelle région fragile et violente du Sahel. Vous avez compris? C'est la deuxième fois qu'ils le redisent. Des groupes armés djihadistes contrôlent de vastes zones au Mali et au Burkina Faso, ainsi que dans certaines parties de l'ouest du Niger, ce qui rend la région très peu sûre. Donc vous comprenez pourquoi on nous a envoyé des groupes terroristes? Pour nous empêcher d'accéder à la souveraineté énergétique. Pour nous empêcher de développer notre nucléaire civil en Afrique, on nous a envoyé Al-Qaïda et l'État islamique. C'est clair pour tout le monde? Les derniers dormeurs dans l'école de l'Afrique de la liberté, est-ce que c'est clair? Si c'est clair, c'est très bien. On continue. Étant donné le temps, les coûts et les complications du développement du secteur nucléaire au Niger, cela reste une perspective lointaine. Ça, c'est pour vous, Paul Méli. Pour nous, en Afrique, c'est une perspective de proximité. Cela va arriver. Il n'offre probablement pas un moyen précoce d'atténuer la pression actuelle sur l'approvisionnement énergétique ou son besoin de diversification économique. Mais dans ce sens, ces questions techniques ne vont pas sans lui. Je m'arrête là. Je m'arrête là. Je vous ai extrait l'essentiel de l'article. Bon, vous voyez bien que cet article tourne autour d'un point. La Russie est en train de remplacer la France et l'Occident dans la coopération stratégique énergétique avec les Africains. Mais nous n'allons pas laisser les Africains aller à l'autonomie énergétique. Nous allons leur envoyer les terroristes pour détruire leurs installations énergétiques et les maintenir au Moyen-Âge énergétique. Voilà le résumé de l'article. Voilà le résumé de l'article. Nous allons tout faire pour empêcher les Africains d'accéder à la souveraineté énergétique. Parce que s'ils accèdent à la souveraineté énergétique, ce sera à notre détriment. L'Afrique sera une grande puissance. L'Occident ne pourra plus lui imposer ses 4 volontés. Or, l'Occident a l'intention de continuer à imposer ses 4 volontés aux Africains. D'où l'Occident va empêcher les Africains de développer leur souveraineté énergétique. Le moyen pour cela, ce sont les rébellions, les coups d'État, les groupes terroristes, la dette, le harcèlement médiatique, le harcèlement judiciaire international, le pilonnage culturel, la guerre informationnelle. Voilà, entre autres, les moyens utilisés pour empêcher les Africains d'y arriver. Mais l'Afrique est en marche. Le Sahel ne reculera pas. Et partout où l'esprit sahélien va germer sur les racines de l'idéologie panafricaine, maintenant multiséculaire, unis et solidaires, nous vaincrons. Le Niger, le Burkina Faso et le Mali auront leur centrale nucléaire bientôt. Le Niger, le Mali et le Burkina Faso auront bientôt leurs satellites et leur système Internet. Le Niger, le Mali et le Burkina Faso montrent le chemin à la naissance bientôt en Afrique centrale de l'APAC, Alliance des peuples d'Afrique centrale, qui va remplacer la CEMAC, comme l'AES est en train de remplacer la CEDEAO. L'Afrique noire, l'Afrique subsaharienne, a son destin en main et elle n'a pas le choix, elle doit avancer. Elle doit combattre les terreaux-impérialistes, elle doit combattre leurs parrains. L'Afrique n'a pas d'autre choix. Pour exister, elle doit lutter. C'était vraiment un point important de notre émission ce soir que je viens de traiter. Permettez-nous donc maintenant d'avancer plus vite sur les autres points. Merci infiniment. La France a proposé de reprendre son partenariat avec le Niger. Cette fois-ci, ce sera sincère pour le bonheur des Nigériens. Le Niger a répondu que le bonheur qu'il pourrait apporter aux Nigériens est de rester très loin du Niger et surtout de s'occuper des problèmes des Français.